Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Moto TV. Voici votre journal qui commence par le sommaire. La journée de l'arbre a été célébrée ce lundi 14 octobre 2024 à la ville de Butembo. Plusieurs activités ont été organisées dans la ville par les acteurs environnementaux, notamment le plantage des arbres et une conférence scientifique sur l'environnement. Le thème choisi pour célébrer cette journée est l'arbre capitale de résilience pour le développement endogène. 10 ans de massacre à ville et territoire de Béni, la journée de ce mardi est décrétée journée commémorative des massacres. Plusieurs cérémonies sont prévues à l'occasion. La construction d'un mémorial à Béniville, en ville de Butembo, il est prévu une journée sans activité et une marche pacifique à laquelle les organisateurs sont conviés tous à être présents. Tout pour le sommaire. Et voici l'intégralité de votre journal. Mesdames et messieurs, la journée mondiale de l'arbre est célébrée chaque 10 octobre de l'année. Cependant, en ville de Butembo, elle a été célébrée ce lundi 13 octobre sous le thème « L'arbre capital de résilience pour le développement endogène ». À l'occasion, les membres des différentes organisations qui prestent dans le secteur de l'environnement et agriculture plantaient des arbres anti-érosifs dans la vallée de l'abattoir public de Butembo. L'objectif et de sensibiliser la population à poser le même geste pour lutter contre les érosions. Reportage Mirembe Chitawite Nelly Mwenge Chali. Le maire de Butembo ouvre cette journée dans la cour de l'hôtel de ville au cours d'une parade de parties prenantes à la journée de l'arbre. Le numéro 1 de la ville a sensibilisé sa population à planter des arbres pour lutter contre les érosions. Les services habilités distribuent quelques plantules d'arbres fruitiers aux participants avant de se rendre au lieu où elles seront plantées. C'est ainsi que les membres des différentes organisations qui s'intéressent à l'environnement et à l'agriculture se sont dirigés dans la vallée de l'abattoir public en empruntant la rue Président de la République en passant par la rue d'Ambiance. Ce vaste espace est choisi pour abriter ces plantules. La variété choisie, les bambous. Cette plante, reconnue pour son efficacité dans la lutte contre les érosions. Ce phénomène ici visible qui a rongé cet endroit. La responsable du service urbain de l'environnement plante les premiers arbres. Un geste que tous les participants emboîtent. Et aussi la pollution du sol, et voir comment on pourra y faire. Si on pouvait faire un peu... L'ingénieur agronome a expliqué les choix des bambous qui s'avèrent de double importance. C'est notamment pour faciliter la culture d'espèces volantes en voie de disparition, sans oublier sa capacité à diminuer les érosions en cascade dans cette partie de la commune Kimemi. Il appelle les autorités à sanctionner ceux qui extraient du sable dans cette partie. Toutefois, nous sommes tellement désolés parce que ce que nous avons observé ici, l'érosion est déjà là, mais c'est comme s'il y a des moteurs d'accélération, notamment au moment qu'il faut le sable ici. On voudrait vraiment cette protection intégrale, c'est-à-dire où tout le monde s'imbrique, c'est-à-dire que ce soit les autorités, que ce soit par exemple notre service de police, etc., que tous ces gens s'imbriquent pour qu'ensemble on puisse voir ce que nous attendons de cette activité. Dans la série des allocutions, la responsable du service urbain de l'environnement demande à la population de prendre un nouvel élan dans la collaboration en s'engageant dans la plantation, seule mesure de résilience et de développement durable pour sa génération et sa progéniture. S'engager dans la plantation qui est le seul levier de résilience pour un développement durable pour nous et notre progéniture. C'est après que la délégation s'est dirigée vers la salle CEFADES pour une conférence en rapport avec la journée.
Et dans ce même chapitre, la coordination urbaine de l'environnement, collaboration avec des organisations de la société civile de la place, œuvrant dans le secteur de l'environnement, ont organisé une conférence en marge de cette journée mondiale de l'arbre. Des exposés de différents intervenants ont été focalisés sur l'environnement. Suivez ce reportage de Mirembe Chitawite et Nelly Mungeshali. Des enjeux du service urbain de l'environnement, de membres des organisations de la place œuvrant dans les secteurs précités et bien d'autres intéressés ont pris part à cette activité. Dans cette assise, différents exposés sur l'environnement ont vécu. Entre autres thèmes, le rôle de l'arbre dans une approche holistique du changement climatique. Ce professeur environnementaliste dans son exposé est revenu sur l'importance du contrôle de la déforestation pour lutter contre la perte de la biodiversité et les érosions. Maintenant, à ville, les arbres et les forêts urbaines, ils régulent la température et l'eau pour rendre les villes plus résistantes. À ville, donc, ces forêts ils vont vous fournir des services d'ombrage, de refroidissement par évaporation, d'interception, de stockage et de filtration du pluie. Les arbres, face au changement climatique, ils développent de diverses adaptations physiologiques pour faire face aux stress hydriques, tels que la fermeture des stomates, la réduction de la surface foliaire et l'augmentation de la racine. Mboussa Massinda, aussi professeur environnementaliste, développe les thèmes la forêt et les innovations. Celui-ci a lancé un appel aux enjeux environnementalistes à s'approprier également l'intelligence artificielle parmi les nouvelles solutions pour protéger et conserver la forêt. Et les innovations liées à la forêt aujourd'hui s'attellent des gestions des espaces. Et ici, nous allons recourir essentiellement à la télédétection et à l'intelligence artificielle. Mais maintenant que nous sommes ici, nous pouvons avoir une perception de l'échelle de notre République, de l'échelle mondiale, et avoir une idée de comment sommes-nous en train de gérer les forêts à l'échelle du globe. Un autre intervenant a donné un aperçu général sur l'usage du bois d'œuvre en République démocratique du Congo, cas de la ville de Butembo et Kisangani. Il dit constater une faible utilisation du bois en RDC en général et en ville de Butembo en particulier. Pourtant, l'usage du bois s'avère moins coûteux. Il exhorte les habitants à promouvoir également les constructions du bois qui est plus écologique et durable. Il y a moyen de construire en bois une maison qui a la même valeur et d'ailleurs même plus de valeur que nos constructions en dur ici. Et les gens ont une mauvaise conception par rapport aux constructions en bois. On pense que les constructions en bois ne sont pas aussi durables que les constructions en dur. Dans cette activité, le Parlement d'enfants a demandé à l'assistance, surtout les parents, de sensibiliser leurs enfants sur l'importance de l'arbre, car les enfants sont acteurs clés dans la préservation de l'environnement. L'arbre étant un élément très nécessaire, nous devons dire que les enfants, principalement, ne connaissent pas l'importance de ces arbres-là, parce que cela se témoigne par le fait qu'il peut y arriver des fois où on plante les arbres dans une concession dans les quartiers, mais les enfants viennent trop jouer, ils vont désarraciner tous les arbres plantés. Une exposé sur la santé et l'environnement n'a pas été du reste. Les activités se sont clôturées par le partage de repas fraternels. Et dans un autre chapitre, l'institution de la date du 15 octobre comme journée nationale pour les victimes des massacres en province du Nord Kivu et de l'Ituri réjouit les leaders religieux du Grand Nord, Monseigneur Muhindo Issesom Adolphe, évêque du diocèse anglican du Nord Kivu, salue les résultats des plaidoyers de leur démarche du 11 mai dernier lors de leur visite au bureau du chef de l'État à Kinshasa. Il recommande à la communauté de faire de cette date une journée de réflexion
pour pallier le problème de guerre dans le pays. Toutefois, Monseigneur Issé Somo exhorte les participants à ne pas faire de cette date une journée de violence. Nous vous proposons de le suivre dans ces propos recueillis par Gérard Mourefou et Samuel Wainda. C'est une journée qui concerne notre visite à Kinshasa au mois de mai. Nous sommes allés voir le président de la République, où lui a présenté différents points, et surtout sur la sécurité d'ici chez nous, à l'est de la RDC. Et parmi les points, nous lui avons suggéré qu'il faudrait avoir une journée pendant laquelle on pourra songer à nos frères et sœurs qui ont été massacrés par les ADF NALU et le M23. Et quand il nous a posé beaucoup de questions, nous avons proposé la date du 15 octobre parce que c'est la date durant laquelle le premier massacre a eu à Beni. Nous ne sommes pas là seulement pour nous, nous avons informé toutes les autorités politico-administratives concernant cette journée de demain. Que tout le monde puisse respecter et que les gens puissent rentrer dans leurs églises. Comme je venais de le dire, les églises qui sont par exemple à Butembo, dans des milieux ruraux, et il faut que les gens se mettent ensemble pour prier. Et nous avons pensé qu'il fallait aussi rassembler des collectes, des offrandes qui pourront aider à la construction du mémorial. Nous, dans nos réunions de préparation des activités, on ne tenait pas compte des marches. Je disais qu'il fallait organiser des cultes. On n'a pas parlé de qu'il y ait marche et tout ça parce que souvent, avec les marches là, ça crée beaucoup de difficultés. Mais nous avons suivi sur les réseaux sociaux qu'il y a d'autres groupes qui ont déjà organisé des marches. Alors, nous souhaiterions que les marches là soient vraiment pacifiques parce que si nous sommes là en train de pleurer les morts, nous ne souhaiterions pas qu'il y ait encore des morts, ajouter les morts sur les morts. Alors nos frères qui organisent des marches pacifiques, il faut que ça soit réellement pacifique, qu'il n'y ait pas de dégâts matériels ou à perte de vies humaines. Et la dynamique de femmes pour la bonne gouvernance d'Ifégou appelle à la mobilisation de tous pour une marche pacifique à la commémoration des 10 ans de massacre dans la région de Beni. Ce mardi 15 octobre 2024, Rose Touampeane, coordonnatrice de cette structure féminine, exige entre-temps l'intensification des offensives contre les terroristes EDF et du M23 du côté de Rutshuru qui ne cessent d'aggraver la misère de la paisible population. Elle est dans ses propos recueillis par Mwanampenzi Manzekiel. Dans le cadre de notre synergie des activistes, des militants pour la paix et les droits humains, et une synergie qui a plus de 30 organisations de jeunes et de femmes en ville de Butembo, nous avons pensé que le mardi, comme c'est la date dont il s'agit, c'est le mardi 15 octobre que nous allons célébrer cet événement malheureux et nous rappeler de ces événements malheureux. Nous allons organiser une marche pacifique, une grande marche populaire pacifique dans cette ville de Butembo. Elle va partir de Furu jusqu'à Rwanda. À Rwanda, où nous allons remettre au commandant ville notre mémorandum, l'objectif étant de demander au gouvernement, d'abord aux militaires, que nous en avons marre avec le système-là de cesser les feux. Nous voulons le feu. Nous voulons que les FARDC puissent allumer les feux sur le M23 afin de pouvoir les chasser loin vraiment du territoire national. Et après Rwanda, nous allons revenir vers le centre-ville. Nous allons en fait nous arrêter au niveau de la mairie pour remettre le mémo du gouvernement à monsieur le maire de ville, policier, pour lui dire, en tant que représentant du gouvernement, nous n'avons pas besoin de négociations, nous n'avons pas besoin de dialogue, mais nous avons besoin que le gouvernement, vous, le gouvernement que vous représentez, que vous puissiez donner ce message à qui des droits. Nous voulons que la dignité, le respect
de notre pays soit imposée par les faits des FARDC sur les M23. Nous sommes en train de suivre de près tous les processus de négociation qui se font en catimini et de façon ouverte, mais on ne voit pas clair, on ne voit pas que ça va aboutir. Pendant ce temps, c'est nous qui sommes étouffés. Ce sont les gens qui sont cloués, ce sont des gens qui sont tués. L'économie de notre ville, on ne sait plus comment se procurer des articles qui venaient de Goma facilement. De l'autre côté aussi, c'est des Mangorojipa, comme j'ai dit là, c'est toujours une situation compliquée, mais nous voulons vraiment être libérés parce que nous avons droit à la liberté, à la paix, nous avons droit à la sécurité et nous ne pouvons pas accepter que le gouvernement qui est loin, très loin de nous à Kinshasa, puisse entamer des processus qui ne vont pas aboutir et qui vont nous garder dans une situation de misère, dans une situation de violation des droits humains, dans une violation de mort, dans une violation vraiment de calvaire. Et nous prenons à présent la direction du territoire de Lubero, difficile de fonctionnement des structures sanitaires en territoire, dans ce territoire de Lubero, suite au regret de l'insécurité en secteur de Bapere. Beaucoup d'entre elles sont carrément fermées. Les agents de santé qui craignent pour leur sécurité et seules des structures plaident pour le renforcement des dispositifs sécuritaire. Delphine Mpanda pour le reportage dans le secteur de Bapere. Le territoire de Lubero est confronté par l'agression du M23 et les velléités des forces démocratiques alliées ADF. Cette insécurité a provoqué le déplacement des populations de leur village. Les quelques-unes qui résistent n'ont pas accès facile aux soins de santé. Nous sommes à Bapere, le secteur touché plus par les activités des ADF. Des villages sont devenus déserts, des infrastructures de base, d'autres structures sanitaires abandonnées. Les populations se sont concentrées dans l'agglomération de Mangorojipa, son chef-lieu. C'est ici où est implantée la zone de santé portant le même nom. À l'hôpital général de référence de Mangorojipa, la peur de l'insécurité gagne les esprits. Les agents sanitaires organisent un service minimum. Ils craignent pour leur sécurité et celle de l'hôpital, témoigne Dr Vunyansi Jackson, le médecin responsable. Tous les soirs, on est peureux, on a la peur. C'est ici que nous demandons qu'il faut qu'on puisse nous sécuriser ici. Bon, nous ne fonctionnons pas normalement, nous faisons les services minimums bien sûr. Actuellement, la pédiatrie ne fonctionne pas, la chirurgie aussi ne fonctionne pas, la médecine interne ne fonctionne pas. Nous fonctionnons seulement avec les urgences, les soins intensifs et la maternité. Dr Jackson demande aux autorités de renforcer les dispositifs sécuritaires autour de l'hôpital pour assurer le personnel de santé qui continue à résister dans la zone malgré les turbulences sécuritaires. À nos autorités chargées de la situation sécuritaire, nous demandons qu'ils puissent nous sécuriser l'hôpital et les biens de l'hôpital, puisque nous aussi nous avons souvent peur la nuit. On peut fuir d'un moment à l'autre lorsqu'on entend les rumeurs, mais lorsqu'on est avec les autorités, on est vraiment très content. C'est par exemple de nous amener même les militaires qui puissent venir sécuriser l'hôpital, ça sera très important. Le secteur de Bapere vit l'activisme des ADF depuis le mois de juin. Les premières attaques déplorées dans la zone ont provoqué des déplacements massifs des populations. Malgré les affrontements sporadiques autour de l'agglomération de Mangorojipa, la psychose persiste, mais il faut préciser que les forces armées de la RDC et les forces de défense du peuple ougandais UPDF renforcent leur position pour sécuriser la zone. Et le médecin réuni au sein du syndicat national Sinamed menace d'entrer en grève à partir de ce mardi 15 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Il dénonce le non-respect des engagements pris par le gouvernement congolais pour améliorer leurs conditions salariales. Récit de Luciana Moussevero. Cette décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale tenue à Kinshasa le week-end dernier. Sur rien effet, ce médecin membre du syndicat national Sinamed annonce amorcer un mouvement de grève à partir de ce mardi 15 octobre 2024. Le secrétaire exécutif provincial de Kinshasa, qui invite ses pairs à observer ce mouvement de grève, justifie cette décision par le non-respect des engagements pris par le gouvernement congolais pour assurer l'amélioration de leurs conditions salariales. Et la situation de médecins se dégrade jour le jour, sous un silence coupable et inquiétant, ainsi que l'inaction du gouvernement de la République.
sur cette situation de médecin qui devient intenable et inacceptable. Les conditions de précarité sociale dans lesquelles vivent les médecins les réduisent à la plus basse expression, les rendant incapables de se prendre en charge pour les membres de sa famille en cas de maladie et de circonstances urgentes. De ce qui précède, le médecin réunit ces jours en assemblée générale prennent acte du calendrier tel que présenté par le Bureau national qui note que le préavis de grève allant jusqu'au 14 octobre 2024 à minuit, la grève commence le 15 octobre à 7h30 sous la forme service minimum. Toutefois, ils préconisent un service minimum au sein de leur structure. Dr Patrick Boloko énumère notamment les services d'urgence et les banques de sang qui devront rester opérationnels. Les modalités de la grève sous forme service minimum se présentent de la manière suivante. Sortie précoce des malades hospitalisés. La gestion accélérée des malades en poste opératoire. Annulation pure et simple de tous les actes électifs programmés. Annulation pure et simple de toutes les consultations externes. Et la prise en charge seulement des urgences extrêmes. Et pendant cette période, les services minimums, le médecin œuvrant dans le centre de traitement de riposte contre le Mpox doivent se conformer aux modalités de la grève. Par ailleurs, les syndicats invitent les médecins œuvrant dans le centre de traitement de riposte à se conformer aux exigences de la grève, à l'exception des médecins directeurs, chefs de département, chefs de staff, chefs de division, coordonnateurs de programme et chefs de bureau. Le SINAMED prévoit une réunion évaluative le 22 octobre prochain pour surseoir ou non à leur décision. Et en religion, mesdames et messieurs, les chrétiens de paroisse de la zone pastorale nord du diocèse de Butembo-Beni étaient à pèlerinage à paroisse Notre-Dame de Fatima de Kabacha samedi 12 octobre dernier. Ce pèlerinage s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la 6e apparition de Marie Notre-Dame de Fatima. Sur les lieux, les mouvements d'action catholique et groupes d'approfondissement spirituel de dévotion mariale ont été priés pour la restauration de la paix dans cette zone secouée par l'insécurité. La prière du Saint-Rosaire et la célébration eucharistique ont ponctué cette journée. Reportage Gérard Mourif. Cette célébration, qui marque la 6e apparition de Notre-Dame de Fatima, a vécu à paroisse de Kabacha, qui est sous le patronage de Notre-Dame de Fatima. Ces activités commémoratives se sont déroulées samedi 12 octobre à présence des chrétiens de paroisse de la zone pastorale nord du diocèse de Butembo-Beni et beaucoup d'autres membres des groupes et mouvements et à la dévotion mariale. Ces fidèles chrétiens en pèlerinage dans cette paroisse ont prié pour la paix par l'intercession de la Vierge Marie apparue 6 fois à Lucia, François et Hyacinthe. Cette prière a été marquée par la récitation du Saint-Rosaire qui a précédé la célébration eucharistique. C'est l'abbé Damien Bruro de la paroisse Marie Servante du Seigneur de Massouli qui a présidé à l'Eucharistie
accompagné par 2 prêtres de la paroisse Kabasha. L'aumônier diocésain du mouvement sacerdotal marial à diocèse de Butembo-Béni a expliqué qu'à travers la Vierge Marie, le monde a connu Jésus. Il est donc impérieux au peuple meurtri d'offrir leur souffrance au cœur immaculé de Marie. L'abbé Damien Wururu a recommandé aux chrétiens présents à Kabasha à prier tout le temps pour la restauration de la paix dans la zone de Béni. Pour sa part, le curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima, Ada Somo, a expliqué que le pasteur de Butembo-Béni a déjà choisi Kabasha comme centre de pèlerinage pour tous les chrétiens. Il a montré qu'une lourde à l'honneur de Marie Notre-Dame de Fatima y est déjà érigée. La Vierge Marie devait être chez nous. Elle est chez nous à travers ce sanctuaire, ce centre Fatima, qui souhaite la bienvenue à tous ceux qui peuvent venir chercher de grâce, peuvent venir au rendez-vous de chaque 13 comme c'était le cas. Venez le 13 du mois de juin, venez le 13 du mois d'août. Et jusqu'au mois d'octobre, tel que ça a été dit, il y avait toujours des messages que la Vierge adressait à ses enfants. Elle-même puis guérissait aussi les malades. Elle dit, il y a des gens qui sont malades, ils ont besoin d'être aidés. Non, il y en a qui vont guérir, d'autres ne vont pas guérir parce qu'il faut qu'ils se corrigent d'abord, il faut qu'ils changent de vie. Mais ceux qui se viendront sérieusement, ils pourront puiser beaucoup de grâce. Après la messe, les participants se sont orientés devant la grotte mariale de Fatima. Akawashusha wakubwa katika viti vyao, akawapandisha wadogo, wenye njaa akawajaza mali, na wenye mali À cette même célébration de la 6e apparition de Marie de Fatima, les enfants qui s'adonnent au chapelet ont été dans une messe spéciale dans l'église paroissiale de Kabasha. Le responsable de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Kabasha a remercié ces chrétiens pour le courage manifesté pendant cette activité de pèlerinage au sein de leur paroisse. Et les lauréats de l'Université de l'Assomption au Congo UAC Promotion 2023-2024 ont organisé un banquet d'unité samedi 12 octobre, une activité culturelle initiée pour maintenir l'esprit de collaboration entre les ressortissants et les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo. Reportage d'Elfé Boya. C'est l'espace Village Royal qui a servi de cadre pour cette activité. Des hommes en costume et des filles en robe, c'est cet accoutrement qui fait le décor de cette soirée du week-end. Un moment convivial pour les lauréats de dire au revoir à leurs amis encore étudiants, mais aussi pour se souhaiter un meilleur début de vie professionnelle. Le représentant du comité de gestion de l'UAC, le chef de travaux Richard Taemboa, a recommandé à ses ressortissants de l'UAC de toujours militer pour innover dans tous les secteurs de la vie, surtout que la communauté a besoin d'eux pour son émergence. Je vous recommande donc personnellement, et je vous encourage à cela, d'être curieux, de continuer d'apprendre, parce que la formation académique n'est pas le sommet. Vous allez donc continuer à apprendre et il ne faut pas hésiter d'innover. Les défis qui vous attendent sont nombreux, mais votre formation, nous sommes sûrs, la formation suivie à l'UAC vous a préparé à relever avec créativité et détermination tous ces défis. C'est donc pour moi une occasion de vous féliciter tous et d'insister de ne pas oublier que vous êtes le changement que vous souhaitez pour vous-même et pour le monde. Les lauréats se sentent fiers d'avoir fréquenté une meilleure université qui a su répondre à leurs attentes tout au long de leur parcours académique. Osé Lukamba, représentant des lauréats de la promotion 2023-2024, souhaite que les occasions de ce genre se multiplient pour permettre aux nouveaux et aux anciens diplômés de se rapprocher de cette institution en vue de bénéficier aussi à la formation de qualité offerte par l'Université de l'Assomption au Congo UAC.
Cette activité, là, le but d'abord de renforcer les liens entre étudiants, juste comme nous sommes vers la fin de l'année. Il y a ceux-là qui ont été à L2 et ceux-là qui ont été à L3. Nous avons accueilli ces nouvelles promotions de L3 et aussi célébrer ensemble nos réussites. C'est-à-dire, après la vie estudiantine, il y a quand même une vie de travail, d'emploi qui existe, ou des mariages pour certains, ou des perfectionnements ou des continuités. On fait même le troisième cycle, le deuxième cycle pour les autres, et que nous aimerions tous pouvoir être ensemble, peu importe les diplômes que chacun de nous a trouvés, mais qu'on reste toujours dans cette famille yassienne. Par rapport aux nouvelles ont été là, ils ont compris qu'est-ce que l'IAC, les facultés qui sont organisées. Et ceux-là qui ont fini, ils ont déjà eu les thématiques, les notions par rapport aux théories acquises à l'auditoire et les réalités sur le terrain à travers les thèmes que le DILECAB ou l'ex-DILECAB honoraire nous a exposé, le CP Richard Kaemboa. À ceux-là qui n'ont pas été là avec nous, nous leur promettons de revenir avec les générations futures à la prochaine occasion qu'ils organisent par exemple notre banquet et voir comment faire asseoir tout le monde à un moment donné. Lors des défenses, les étudiants fêtent seuls. Lors des collations, les étudiants fêtent seuls. Alors nous avons réfléchi quand même qu'on ait une fête ensemble. Toutes les facultés, toutes les familles yassiennes vraiment sur une même table. Et les nouveaux, nouvelles, les anciens diplômés, les nouveaux, ils viennent aussi se régaler avec nous. Ce banquet d'unité est une initiative des lauréats de l'année académique 2023-2024 en collaboration avec le comité de gestion de l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Et avant de clore cette édition, chers téléspectateurs, sachez qu'il s'est tenu une première assemblée générale réunissant les parents d'élèves de l'Institut Kambali. Aux heures d'avant-midi de ce dimanche 13 octobre, les autorités scolaires ainsi que les parents d'élèves ont statué sur l'évolution des activités depuis l'ouverture de l'année en cours, ce dans l'objectif de consolider un climat de convivialité et de collaboration entre autorités scolaires et parents d'élèves. Ces activités ont été ouvertes par une célébration eucharistique à l'intention des participants. Delfeweya, détail. Ils sont nombreux, les parents d'élèves de l'Institut Kambali, qui ont pris part à cette première rencontre de l'année scolaire 2024-2025. À 8h locales, ces invités sont rassemblés devant la grande salle est de l'Institut Kambali. Ici, chaque tuteur appose sa signature au nom de son enfant avant d'accéder à la salle de réunion. C'est une célébration eucharistique qui ouvre solennellement les activités du jour. Elle est dite par le père Eymar Kishindo, préfet des études de l'Institut Kambali. Dans son message, le célébrant invite ses parents à se laisser aimer par le Christ et lui-même et adopter l'esprit de charité dans leur vie quotidienne. Hii ni tayari kutupenda. Tupendwe na Yesu Kristo na tuitike kupendwa naye kabisa kabisa, tukipokea yote ambayo anatuomba. Ile iwe yale ambayo yanatufurahisha, iwe yale ambayo yanatuchukiza, tumupende tu, naye ni tayari kwa kutupenda. Lakini tuwe na moyo ambayo upo tayari kuwasaidia wengine. Asaidiaye wengine anajisaidia mwenyewe. Fini la célébration eucharistique, prennent place les activités d'échange. Les deux parties, à savoir les autorités scolaires et les parents d'élèves, sont statués sur l'évolution des activités depuis l'ouverture de l'année en cours. Ceci dans l'objectif de consolider un climat de convivialité et de collaboration entre les autorités scolaires, élèves et parents d'élèves. Cette première rencontre de l'année a été clôturée sous la satisfaction des participants. Et voilà, mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, ce qui me fait pratiquement à cette édition du journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.